Bonjour et merci de nous retrouver en direct sur CNews. Nous sommes place de la Guillotière à Lyon avec Jordan Bardella pour ce numéro exceptionnel de Face à la rue. Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous pour cette émission exceptionnelle. Alors on le dit, on l'entend, on a un vrai comité d'accueil qui a été mis en place, qui est un comité d'accueil qui a été fait à l'appel des Antifas de Lyon, qui ne souhaitent pas qu'on aille sur la place. Voilà, qui ne souhaitent pas qu'on aille sur la place. On verra tout à l'heure si on peut y aller ou pas. On remercie d'ores et déjà les forces de l'ordre qui sont en nombre ici pour nous aider à réaliser et à faire cette émission. Et c'est vrai que c'est important également de pouvoir le faire. D'abord, venir pour vous à Lyon, venir sur cette place de la Guillotière, c'est un symbole pour vous. Oui, c'est un symbole parce que on voit tous les jours les images de la Guillotière, parce que la population souffre ici, parce que la population est abandonnée à la violence, qu'elle est abandonnée à l'impunité du trafic de drogue, qu'elle est abandonnée par les gens qui sont au pouvoir. Et surtout, la Guillotière, c'est pour moi un symbole de ce que sera demain la France entière si on ne reprend pas aujourd'hui la main. En vérité, il n'y a pas une guillotière, il y a des guillotières qui partout sur le territoire national prennent place, et les populations, les habitants qui vivent ici subissent un enfer. Les femmes sont agressées, les parents sont inquiets quand leurs enfants sortent, les commerçants sont attaqués, on vient soudoyer les commerçants en leur expliquant qu'il faut payer une rançon pour qu'on assure leur sécurité, sinon les trafiquants de drogue viendront casser la vitrine. Cette situation, elle est inadmissible. Et donc, force est de constater que ce qui se passe ici doit être entendu et il faut que les pouvoirs publics agissent. Effectivement. Alors, on va avancer au cours de cette émission. On va avoir plusieurs interlocuteurs. On a rencontré, puisque l'émission est préparée, bien évidemment, c'est-à-dire que nous, on est venus ici, on a rencontré des commerçants qui ont envie de parler, qui ont envie de raconter ce qui se passe, plutôt que les gens qui disent casse-toi, où ils ont envie de dire, venez, c'est news, et venez nous raconter ce qui se passe. Il faut bien, vous le disiez en ouverture d'émission, mais il faut bien que les gens se rendent compte que le ministre de l'Intérieur passe ses journées à expliquer qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Il faut quand même rappeler qu'on est ici, journalistes, responsables politiques, parlementaires. On est obligé de mobiliser 3/4 des effectifs de police du Rhône pour pouvoir entrer dans un quartier. Donc oui, il y a des zones de non-droit qui sont devenues des zones de non-France et il faut les reconquérir. Alors on va avancer, on va commencer en parlant avec Olivier Madinier. Olivier qui est journaliste à CNews. Bonjour Olivier, bougez pas, on va s'arrêter là un instant. Olivier, vous êtes le correspondant de CNews ici à Lyon et j'ai voulu commencer avec vous pour que vous nous expliquiez un peu ce quartier, que vous nous racontiez un peu depuis quand ce quartier est dans cet état. Écoutez, en fait ce qu'on peut dire c'est que le problème a toujours existé ou presque toujours existé, en tout cas depuis une trentaine d'années. Ce matin, le Progrès titrait la Guillotière 30 ans d'échec. Tous les maires successifs, que ce soit Michel Noir, Raymond Barre, Gérard Collomb et maintenant Grégory Doucet, ont essayé de s'attaquer à ce problème de la place Gabriel-Péri, sur laquelle vous irez tout à l'heure, qui est en fait un tout petit espace. C'est moins d'un hectare, mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour toutes les municipalités depuis une trentaine d'années. À l'origine, on appelait ça place du Pont, c'était un endroit relativement calme, c'était le lieu de partage et d'échange des immigrés de la première génération. On appelait ça à l'époque, dans les années 70-80, on appelait ça la Médina de Lyon, mais c'était un quartier absolument calme et les choses ont dégénéré au fil des années, mais particulièrement depuis les années 2010-2014, avec notamment l'arrivée du métro et plus tard du tramway. Aujourd'hui, sur cette place, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? C'est du trafic de drogue, c'est de la revente de produits volés. C'est quoi le quotidien de cette place? Alors il y a plusieurs choses. Il y a les vendeurs de cigarettes à la sauvette qui sont installés un peu plus loin, là au feu que vous voyez un peu plus loin, aussi à la bouche du métro. Il y a des points de deal un peu partout disséminés autour de cette place. Et puis il y a ce marché sauvage qui est installé depuis à 10h le matin jusqu'en fin de journée et qui crée là aussi des incivilités, des agressions qui se répètent en permanence. Mais c'est quoi ce marché sauvage? Qu'est-ce qu'on y vend? On y vend de tout, des produits illicites, moins illicites, etc. C'est un marché qui, alors que le maire de Lyon, à un moment donné, voulait tenter de légaliser, mais ça s'est pas fait parce que les riverains qui sont mobilisés depuis des années, les riverains de cette place Gabriel-Péri ont empêché ne voulaient pas que le maire. Les maires écologistes qui souhaitaient légaliser le trafic. Ça a été une piste envisagée. Et puisque vous parlez du maire, je précise bien évidemment qu'on l'a invité dans cette émission, on l'invite à débattre. Il ne souhaite pas parler, il ne souhaite pas s'exprimer, il ne souhaite pas venir avec nous sur la place, qui est dans sa ville. J'ai vu sur son compte Twitter qui semblait plus préoccupé par les terrasses chauffées que par les terrasses qui sont aujourd'hui inaccessibles, notamment aux femmes. Alors attendez, on a un habitant qui veut parler, monsieur, on vous connaît pas, venez, parce que quand ça se fait dans le calme et la sérénité, il n'y a aucun souci. Vous habitez ici, vous vous appelez comment?
Je donne mon nom, mon prénom. Non, votre prénom. Jacques. D'accord. Même, je peux dire mon nom, je m'appelle Jacques Printemps. D'accord. C'est mon nom. Vous habitez ici? J'habite au niveau de l'église Saint-André depuis 30 ans. C'est-à-dire à quoi, 200 mètres? 200 mètres à gauche. D'accord. Voilà. Ce qui serait bien, vous voyez, c'est de savoir déjà au départ que ici, comme l'a rappelé Blachier, un élu local, la place du Pont, la Guillotière, c'est un quartier de 30-40 000 habitants. Derrière, il y a des gens qui font un boulot formidable. Par exemple, il y a l'église du Père Delorme qui est ouverte tous les jours. Eh oui. Mais vous, comment ça se passe dans le quartier? Comment ça se place? Est-ce que vous y allez sur cette place, par exemple? Oui, j'y passe, moi. La semaine dernière, j'achète un gigot d'agneau, je passe devant. Ce qui se passe, il y a un tout petit marché de la misère qui s'est développé. Bon, j'ai eu la chance de quitter la France, je suis revenu il y a 5 ans, j'ai vu une dégradation. La dégradation première, c'est ce qu'on appelle les boroboro. Non, c'est pas une tribu africaine. C'est des jeunes qui viennent d'Afrique du Nord, qui ne parlent pas 2 mots de français et qui sont là uniquement pour vendre des Marlboro. Monsieur avait raison, derrière il y a le trafic de shit. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, dimanche matin, vous allez à Villeurbanne, à la périphérie. Il y a un marché aux voleurs qui est 10 fois plus important, ou à Clignancourt, qu'ici. Le gros problème ici, pourquoi on n'en parle tant, c'est c'est extraordinaire, on est à 300 mètres de la place Bellecour, où il y a eu une rénovation formidable de l'hôtel-lieu, avec que des boutiques de luxe. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur, est-ce que vous avez le sentiment que ce quartier est abandonné aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait assez aujourd'hui pour ce quartier? Parce que, excusez-moi, quand on voit les images qu'on a vues sur toutes les chaînes de télé depuis 15 jours, 3 semaines... Je peux parler de CNews, si vous voulez. Vous avez pris des extraits de 3 combats de rue. Qui existent, 3 combats de rue. Mais excusez-moi, monsieur, mais excusez-moi, attendez un instant, mais si le McDo ferme à 15h, c'est pas pour rien. Si le casino décide de fermer à 17h, c'est pas pour rien. Je pense que l'erreur première qui a été faite, c'est que là, il y avait un espace, il y avait un prise unique qui a été rasé par Noir il y a 30 ans. À la place, il y avait un clip qui a été divisé par 2. Et il y a une esplanade ici. Au départ, ça ne posait pas de problème il y a 15 ans. Sur cette esplanade, on vendait effectivement, mais ce qui s'est développé fortement, c'est le trafic de shit de toutes les couleurs. Moi, ce que je vois... Mais, attendez, on va essayer... Les plaques d'immatriculation. Ouais. Ce ne sont pas des étudiants avec des grosses berlines qui viennent étudier à Lyon, qui sont en bas de chez moi. Je les vois tous les jours. Ils viennent faire le trafic. Il y a un trafic de shit. Il y a les boroboro qui sont 20, 30, 40 personnes maximum. Mais le quartier, fondamentalement, il n'est pas abandonné. Il est, alors pour vous dire... Le problème, c'est cette place. Le mètre carré, c'est à 5 ou 6 000 euros du mètre carré. C'est aussi cher qu'ailleurs. On va avancer, merci. Merci, monsieur. Je suis désolé, je ne veux pas vous laisser parce qu'on a beaucoup de gens à voir. Mais le reportage, les personnes âgées qui ont perdu 100 000 euros, il aurait fallu leur demander combien ils ont acheté leur appartement, quel mètre carré il fait combien la surface de leur appartement. On s'apercevrait que c'est plus une plus-value que 100 mètres carrés. Vous voyez, merci, monsieur. Merci d'être intervenu. C'est important de garder les gens. Moi, ce que je regrette beaucoup, si vous voulez, c'est les manifestations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous avez raison, faire le buzz là-dessus. Faire le buzz là-dessus. Les provoquons pas non plus. Non, mais ce qui est terrible, si vous voulez, c'est ça. Ouais. C'est que, moi, ce que je trouve dramatique en France, c'est pour ça que j'en profite de vous avoir. On donne pas la parole aux gens. Moi, je rêve à CNews. Je rêve qu'à CNews, il y ait tout l'éventail. Et c'est ce qu'on essaie de faire, monsieur. C'est ce qu'on essaie de faire. Et regardez mon émission, vous verrez. Vous avez des socialistes et il y a ceux qui refusent de venir. Vous avez raison. Juste, Olivier, je voudrais juste vous poser une dernière question. Là, on voit qu'il y a de l'agitation autour. Est-ce que vous, en temps normal, vous arrivez à venir tourner dans ce quartier ? Alors, c'est vrai que c'est très difficile de venir tourner, de sortir une caméra, particulièrement... J'ai vu que beaucoup de journalistes filmaient de l'intérieur des boutiques et notamment de l'intérieur du casino. Ou alors, on a tourné ces derniers jours, avant que les forces de police prennent possession de cette place pour une durée d'1 mois, dit-on. C'est vrai que c'était très difficile de tourner. On a été agressé à plusieurs fois. Notre voiture de reportage a été dévalisée notamment une fois. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, maintenant, on essaye de venir avec des smartphones, etc., pour pouvoir quand même témoigner de ce qui se passe sur cette place de la Guillotière. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'être venu avec nous pour nous éclairer sur cette place. Olivier Madinier, qui est le correspondant de CNews ici. Quel bilan vous avez envie de... Oui, monsieur.
Je peux vous acheter une paire de chaussures, oui. Je pourrais aussi, éventuellement, mais là, c'est pas possible. On va avancer, on va prendre Mokrane Kessi qui nous attend, qui est où? Il est là, Mokrane. Bonjour. Bonjour, monsieur. Venez, Mokrane. Vous êtes président de France Banlieue. Venez, France des banlieues. Merci d'être avec nous. Quand vous voyez la situation ici, qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'abord, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que ce quartier, moi je le connais parce que je suis né de l'autre côté du pont et je suis né à l'Hôtel-Dieu dans le 2e arrondissement. Ce quartier-là, c'est un quartier d'immigration, ça a toujours été un quartier d'immigration. L'immigration italienne dans un premier temps, ensuite dans les années 30, l'immigration maghrébine. Nous sommes de l'immigration maghrébine et on est ce quartier-là. D'abord, on le revendique parce que c'est notre petit Barbès à nous. Quoi qu'on dise, c'est un quartier populaire, mais je crois que la situation s'est dégradée parce qu'il n'y a pas de réponse de l'autorité de l'État, et tout simplement. Vous constatez quand même, monsieur, que les nouvelles générations qui arrivent, notamment les mineurs étrangers isolés qui réalisent une grande partie des trafics, ne sont pas les mêmes que la première génération issue de l'immigration qui est arrivée, qui a fait l'effort de s'intégrer, de s'assimiler. Et c'est vrai que moi j'ai... Attends, juste, il y a beaucoup de musique, on va essayer d'avancer pour essayer de fuir un peu cette musique qui est faite pour nous empêcher. Vous venez avec nous, hein. Attendez. Venez avec nous. Vous avez peut-être entendu des explosions aussi, on a vu les forces de l'ordre qui étaient en train de se précipiter face à nous de l'autre côté, on les a vus en train de courir il y a quelques instants. On vous rappelle sais pas si c'est des coups de feu, mais c'est au moins des grenades qu'on a entendues. Voilà, je pense que des coups de feu, je pense pas, mais je pense que c'est au moins des grenades qui ont été lancées sans doute par les forces de l'ordre. Cette zone est devenue une zone de non-droit. Et moi, je discutais tout à l'heure avec un habitant qui me disait on se croirait au tiers-monde ici. Et que les gens ici ne reconnaissent plus leur quartier. Et ils ont le sentiment que l'État les a complètement abandonnés, que les lois ne s'appliquent plus. Quand on a des commerces qui sont obligés de fermer à 17h, c'est le confinement pour les honnêtes gens en vérité. Ouais. Mokrane, alors, je ne sais pas si la musique nous suit, parce que si la musique nous suit, ça ne sert à rien qu'on avance. On va essayer de s'entendre, on va avancer jusque sur la petite place ici. Et honnêtement, hein, vous le voyez, l'émission se fait dans des conditions très particulières et face à la rue, dans tous les extérieurs qu'on a fait, c'est la première fois qu'on fait une émission dans ces conditions, alors qu'on est au centre de Lyon. Hein. Ça paraît totalement surréaliste. On est au centre de Lyon et on est dans ces circonstances, être obligé d'être encadré par des dizaines de forces de l'ordre qui sont autour de nous pour pouvoir faire un direct. Je pense que les gens qui nous regardent ne se rendent pas compte, mais il y a des centaines et des centaines de policiers qui sont autour et je les remercie parce qu'ils sont en première ligne aujourd'hui et ils font face comme ici à des milices d'ultra-gauche qui sont impunis, qui ne sont pas dissous par le ministère de l'Intérieur. Et on a une caméra qui est en train, de filmer les policiers. Quel remède? Parce que Mokrane vous dit c'est aussi notre endroit, c'est aussi notre petit Barbès, hein, c'est l'expression que vous avez employée. Quel remède vous avez pour établir l'ordre? D'abord, le remède, je pense, c'est d'arrêter le déni parce que aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir expliquent partout qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Enfin, rendez-vous compte que le quartier s'est un peu calmé, a connu une accalmie parce qu'on met des dizaines de policiers, des dizaines de CRS. Mais le jour où on va les retirer, dans la minute, les trafics vont reprendre. Moi, je suis désolé de le dire, mais une grande partie de la violence qu'on subit ici et une grande partie des trafics sont organisés par l'immigration clandestine. Il y a des mineurs étrangers isolés qui n'ont pas à être ici, qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et qui ne sont pas expulsés. Je vous rappelle que lorsqu'Emmanuel Macron était en campagne, il avait dit avec moi, 100% des obligations de quitter le territoire français seront mises en œuvre. Les chiffres viennent de sortir, c'est à peine 5%. Donc évidemment, quand vous avez des gens qui se baladent ici, qui n'ont rien à faire chez nous, moi je comprends que vous ayez cette posture. Et je ne les mélange pas avec les... Je comprends que vous ayez cette posture électorale, mais nous, à chaque fois, à chaque élection présidentielle ou importante dans le pays, on vient nous remettre l'immigration et la sécurité dans les pattes. Nous, je vais vous le dire très sincèrement, nos quartiers sont abandonnés depuis plus de 30 ans. Il ne s'agit pas de Macron ou bien de la majorité actuelle. Ça remonte à beaucoup plus longtemps. Ça fait 30 ans que nos quartiers sont abandonnés. Ça fait 30 ans que nous, on subit aussi, parce que c'est pas dans les quartiers riches où vont aller les personnes qui arrivent d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou bien de l'Afrique subsahélienne. Ils viennent dans nos quartiers aussi. Et à un moment, cette immigration-là, on en avait besoin de cette immigration. Elle a été utilisée pendant des années. Nous sommes issus de l'immigration. Aujourd'hui, dans ce quartier-là, on a affaire simplement à de la délinquance. Parce qu'il y a des gens qui arrivent d'Algérie, de Tunisie ou bien d'Afrique,
ou bien d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Et je la mélange pas avec la génération qui, comme la mienne, je suis d'accord ma avec famille est arrivée d'Italie dans les années 60, mais comme votre génération, quand on est arrivé, on apprenait le français, on respectait la police, on respectait les lois. Et c'est vrai que ceux qui arrivent aujourd'hui et qui déambulent dans les rues et qui viennent embêter ceux qui sont installés là avant, moi ça me pose un problème. Jordan et je pense que si on Bardella, règle pas le problème de l'immigration, à la Guillotière, on connaît bien ce quartier. Dans les années, le président de la République, Carnot, a été assassiné par un anarchiste italien. Je vous assure que les Italiens, ils ont ramassé ici dans le quartier. On les a insultés, leurs magasins ont été brûlés, donc ils ont subi une violence. Donc à chaque période, il y a le bouc émissaire, c'est l'immigration. Et je crois qu'il faut qu'on en finisse. Mais on fait quoi alors, Mokrane, on fait quoi alors? Comment on règle le problème? Comment on règle le problème? Eh ben, on remet la solution, elle sera hybride. Nous, on a demandé plusieurs fois à travailler avec le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau, sur le Beauvau de la sécurité. On n'a jamais eu de réponse, monsieur Morandini, parce qu'ils sont dans le mépris. Alors, est-ce que les jeunes en situation illégale, par exemple, les mineurs en situation illégale, vous êtes pour qu'on les renvoie chez eux, pour qu'on les expulse, par exemple? Mais si on trouve d'abord d'où ils viennent. Oui. Et le problème, il n'est pas à la Guillotière. Pourquoi ces gens partent d'Algérie? Pourquoi ces gens partent de Tunisie et du Maroc? Est-ce qu'on n'a pas un souci avec les gouvernements qui sont en place de l'autre côté de la Méditerranée? Qu'est-ce qu'on fait des gens là? C'est pas mon problème, monsieur Bardella. C'est notre problème parce que tant qu'on sera de connivence avec les régimes de l'autre côté de la Méditerranée ou bien de l'Afrique, etc., ces gens-là viendront en France parce qu'il y a nécessité, il y a urgence. Donc ces gens-là, ils ne viennent pas de gaieté de cœur ici atterrir à la Guillotière pour vendre des Marlboro. Ils viennent parce qu'ils se sauvent de l'Afrique, ils se sauvent de l'Algérie. Je pense qu'ils viennent parce que la France est extrêmement généreuse et qu'elle permet ici d'organiser des trafics et de nuire aux habitants. Moi, je veux bien qu'on soit dans le déni, mais la vérité, c'est qu'une grande partie de la violence, je crois qu'il y a 1300 faits de délinquance qui sont liés directement cette année aux mineurs étrangers isolés, qui sont généralement ni mineurs ni isolés, qui viennent ici, qui sont passés pour des mineurs, qui bénéficient des prestations sociales qui sont liées à ce qu'on appelle l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, qui restent sur le territoire, qui ne parlent même pas français. Moi, j'entendais des commerçants dire les gens qui viennent nous interpeller, les gens qui viennent embêter nos clés, ils ne parlent même pas français. Donc on voit bien ici, on a une espèce de melting pot du laxisme généralisé qui gangrène le pays depuis 40 ans. Donc moi je regarde la réalité en face et je pense que si on règle pas le problème de l'immigration clandestine, moi ce qui se passe en Algérie, ça se passe en Algérie. Je pense qu'il faut arrêter de se coucher devant le régime algérien. J'ai pas dit qu'il faut faire de l'ingérence avec l'Algérie, mais être de connivence avec ces régimes-là qui aujourd'hui, à cause de ça, les Algériens, la jeunesse algérienne. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Excusez-moi, on est passé. Mais pourquoi? À l'atterri là en Espagne. Est-ce qu'il faut les accueillir? Est-ce qu'il faut les accueillir? Est-ce qu'il faut les laisser chez nous? Puisque vous dites c'est une jeunesse algérienne qui arrive, hein, c'est ce que vous dites. On a aussi des gens de l'Est, on a aussi de... Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les renvoie chez eux? De toute façon, il faut ramener... Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il faudra ramener de toute façon la sécurité dans tous les quartiers de France, pas seulement à Guillotière. On peut pas... Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? D'abord, il faut les identifier. Comment? Alors, ce sont des mineurs, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on les renvoie dans leur pays, monsieur. Mais comment on fait? La quasi-totalité... Vous êtes sur la technique, mais sur la théorie, vous êtes d'accord pour qu'on les renvoie? Mais il faut qu'à un moment donné... D'abord, ils ont des parents ou pas? Est-ce que, mais moi je veux bien que vous Non, mais vous rentrez dans la technique après. Est-ce que vous êtes d'accord pour que quand ils sont identifiés, on les renvoie dans leur pays? Mais comment ils arrivent? A priori, ils ont des parents. C'est ça le problème. Moi, je me pose le problème parce que aujourd'hui, on va les renvoyer dans leur pays. Et demain, il en arrivera d'autres. Comment ça se fait que ces jeunes-là, tous ces gamins... Parce que le pays est extrêmement attractif. Parce que quand vous arrivez, vous avez les soins gratuits. Mais comment ils arrivent? Vous avez le logement. Vous avez les mafias de passeurs qui profitent de la misère humaine pour instrumentaliser les gens, pour les amener et pour aussi leur faire prendre le risque de traverser la Méditerranée. On n'est pas responsable des morts en Méditerranée. Moi, je suis pas responsable de la situation. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la situation des habitants et des commerçants ici. Enfin, je veux dire, les gens sont complètement submergés. Et je l'assume. Je pense qu'on ne réglera pas. Mais je pense qu'on ne réglera pas ce problème. Regardez, non, pas Paris. Moi, j'habite en banlieue parisienne. Je suis élu en Seine-Saint-Denis. À Paris, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Dans les transports en commun d'Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. C'est pas mes chiffres, c'est ceux du ministère de l'Intérieur. Donc on voit bien qu'il y a un lien aujourd'hui entre le laxisme qu'on a d'un côté avec l'immigration clandestine et l'explosion de la violence qui fait que les gens sont complètement dépassés, sont complètement submergés. Mokrane, quand on a préparé l'émission, vous avez rencontré notre équipe et vous avez dit à cause d'une minorité de personnes, les gens vont faire des généralités avec les musulmans et c'est à cause de personnes comme ça que le Rassemblement national monte. C'est ce que vous pensez? J'ai dit que bien sûr il y a une ultra-minorité qui prend en otage la majorité des personnes. Aujourd'hui à la Guillotière, c'est une ultra-minorité qui s'en prend au magasin et qui font de la délinquance. La majorité des gens travaillent, vont à l'école, etc. Mais puisque vous avez Jordan Bardella en face, qui est le président du Rassemblement national, est-ce que ces solutions
Est-ce que ce sont les bonnes pour vous? Lesquelles solutions dont vous Ces parlez? solutions par rapport à l'immigration, Qu'il les faut ramener tous les gens. Mais le problème, c'est que moi, je veux bien croire à ce qu'il me dit. Moi, Jordan Bardella, il n'y a On pas n'a de jamais souci. été au pouvoir. Oui. Faites-moi au moins grâce de Non, ça, mais monsieur. D'accord, On mais n'a pas de responsabilité. par exemple, dans ce qui se passe ici. ils remettent en cause le droit du sol, ce qui me pose un problème à moi énorme, puisque moi, je suis né ici dans le 2e arrondissement. c'est pour le futur. Je suppose que C'est dans le programme des élections, c'est le programme de Marine Le Pen. On remet en cause le droit du sol. Je veux bien, mais moi, je suis né. Pas ceux qui sont français aujourd'hui. Pas ceux qui sont français aujourd'hui. Je pense Pas- que la c'est- nationalité française, elle s'hérite ou elle se mérite. Et on a un peu tendance aujourd'hui à distribuer la nationalité française comme un spéculo. C'est-à-dire Oui. vous arrivez sans aucune condition de revenu, de maîtrise de la langue, d'intégration par le travail, etc. On vous file les prestations sociales, la carte d'identité. Ben, moi, je considère que non. Mon père est arrivé en France, il était issu de l'immigration algérienne. Il a travaillé pour ce pays. Mon grand-père a fait la guerre pour que aujourd'hui vous soyez libre de parler avec M. Morandini. Et vous venez me dire que vous allez remettre en cause le droit du sol. Ça me pose un problème énorme. Parce que je suis né de l'autre côté du pont de la Guillotière, moi, à l'Hôtel Dieu. Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis assez français pour vous? Mais monsieur, vous êtes français. Moi, j'en ai pas après Sans vous. me justifier, parce que je ne suis pas là pour. Non, mais c'est vous qui me demandez de Oui, me non, mais c'est justifier une sur question. votre nationalité. C'est une question. Mais vous savez, ma mère, elle n'est pas née ici. Mais je dis juste qu'il y a une génération qui est arrivée en France il y a un certain nombre d'années, qui a fait cet effort, en fait, qui n'était pas d'ici, mais qui est devenu d'ici, qui a appris la langue, qui a respecté les lois, qui a voulu travailler. Or, aujourd'hui, on voit bien que ceux qui arrivent pour dealer du shit, pour agresser les femmes et pour empêcher les commerçants de travailler, ils viennent pas avec une démarche bienveillante à l'égard de la Je suis France. d'accord avec Donc, je vous. dis juste que ces gens-là, si vous êtes chez vous, que vous invitez quelqu'un à manger, qui met ses pieds sur la table et qui organise du trafic de drogue dans le couloir, vous allez mettre dehors. Eh ben moi, je souhaite faire pareil ici. D'accord, mais Je pense juste que c'est un principe de bon sens. Le souci avec le Rassemblement national, c'est qu'il est dans des postures électorales à chaque fois et il fait des généralités. Aujourd'hui, vous pointez du doigt l'immigration et en permanence depuis Jean-Marie Le Pen. Oui Bien ou sûr, non, monsieur. Vous avez un héritage bien qui est sûr, assez lourd monsieur. de ce côté-là. Mais je Ce que l'assume. je veux vous dire, l'immigration, Et je elle a mélange pas contribué à ces ce gens-là pays, avec vous, elle a encore une contribué économiquement à ce pays, elle a libéré ce pays, vous le savez bien. Donc arrêtez de pointer l'immigration en permanence. Et c'est aujourd'hui pourquoi il y Ce a sont des les Français qui ont crispations très libéré le fortes. pays, monsieur. Et l'Algérie était nous- française Oui. à cette Oui, époque-là. elle était française et les Algériens étaient de seconde Mais zone, des l'Algérie était, citoyens de seconde l'Algérie zone. était française à cette époque-là. Oui, mais c'était des citoyens de seconde zone, les Algériens. Monsieur, on a en France, on va peut-être pas être d'accord, mais on a en France 10 millions C'est pour de ça que vous pauvres. dialoguez d'ailleurs. Hein. Qu'on a, mais avec Moi, je plaisir, suis pour mais avec le grand débat. plaisir. Et Moi, ça je me fait suis pas pour le peur. débat parce Vous savez, qu'on moi, m'a reproché monsieur, de j'ai venir ici. grandi. Moi, je veux qu'on débatte. Moi, monsieur, Et je veux qu'on échange nos arguments. Mais avec grand plaisir. Moi, j'ai grandi cité Gabriel Péry, mais à Saint-Denis. Oui. Moi, j'ai grandi au milieu du trafic de drogue. C'est une problématique que je connais bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans notre pays avec la volonté de l'aimer, de le chérir et de participer de notre roman national. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, quand on a 6 millions de chômeurs, quand on a 10 millions de pauvres, quand on a un bordel généralisé comme c'est ici, bah ouais, on peut pas accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. On peut pas accueillir Et comment on fait l'équivalent de la ville de On Lyon ferme les chaque année. frontières ou pas? On réduit considérablement le nombre de Est-ce visas. qu'on ferme les On frontières? fait en sorte que, mais bien sûr, on Mais coupe les. actuellement, elles sont pas Mais fermées. d'abord, on rétablit les frontières. Parce que, Vous voulez rétablir les frontières. Ah ouais. Donc, Et quand, chez nous, moi j'ai une porte chez moi, j'ai une porte et des fenêtres. Oui. Bah, j'aimerais bien Bah, qu'à l'entrée de la Maison les France, ce portes, soit la elles même sont chose. surveillées par Frontex, même si vous critiquez le système De Frontex. manière dérisoire. Donc, on rétablit les frontières nationales. On coupe les prestations sociales qui sont versées à la terre entière. Parce que ce sont les Français qui cotisent pour la santé, Oui. pour les prestations sociales, pour les allocations familiales. Et je pense que ça doit être réservé aux personnes, pas de souche, aux personnes qui ont la nationalité française. Oui. Et ensuite, on organise par exemple le traitement de l'asile dans les pays d'origine. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous venez en France, vous venez en demandant l'asile. On sait que 2 tiers à peu près des gens qui viennent en France ne répondent pas aux critères de l'asile et ils ne sont pas expulsés. Donc en fait, c'est un appel d'air monstrueux. La France est devenue un hall de gare. Vous arrivez avec vos bagages, votre langue, vos mœurs, vos us et coutumes, vous arrivez, vous vous posez là et puis vous restez. Ben non, je pense qu'il faut remettre un peu d'ordre et je pense que c'est ce que pense une majorité de Français en vérité. Oui. Et encore une fois, je peux le faire de manière sereine. Non, juste j'en termine. Moi, je veux faire ça, mais humainement, fermement. Et vous savez, Marine Le Pen, on a longtemps été caricaturé pour ça. Mais je pense que personne ne peut douter de sa volonté Jean-Marie Le et de Pen son courage. qui était aussi à l'époque très compliqué dans ses propos. Vous le savez, vous avez cet héritage, c'est peut-être pas de votre faute à vous. Mais le Front National, il nous a toujours pointé du doigt. Mais Et il y a on s'est peut-être, senti- moi on je s'est suis senti extrêmement à l'aise, il y a hors de peut-être eu des France. propos qui ont pu blesser. Mais je veux juste vous dire, monsieur, regardez la qui ont été situation autour condamnés, de vous même. aujourd'hui, regardez Oui. la situation, voyez d'où vient la quasi-totalité de la délinquance de rue et faites la différence avec votre génération qui est C'est la arrivée pour pauvreté, travailler, aimer c'est- la France. Jordan Bardella, c'est la Non, mais pauvreté c'est trop qui amène à la facile. délinquance. Je sais que c'est facile comme argument, mais aujourd'hui, vous croyez que ceux qui vendent des cigarettes ici, Marlboro, toute la journée, vous croyez Monsieur, que il y a c'est des centaines. vous croyez que Non. c'est de gaieté de cœur qu'ils le font? Mais monsieur, Franchement, moi je suis... ils quittent leur pays au risque de leur vie.
de leur vie, dans des barques, etc. Il y en a beaucoup qui meurent en Méditerranée. Cela, il faut avoir aussi. Mais qui est responsable de ça? C'est ceux qui font les appels d'air. C'est ce que je viens de vous dire. C'est pas nous. Mais je sais bien. Mais de toute façon, on aura ça dans le futur. Mais ceux qui sont responsables des morts de la Méditerranée, économiques et ils vont venir ceux ici. qui sont responsables des morts de la Méditerranée, c'est tous ceux qui disent à tout le monde venez, les portes sont ouvertes, qui font croire que la France est encore l'Eldorado, alors que nous avons 10 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. Mais je dis juste une chose, c'est que l'immigration aujourd'hui, quoi qu'on en dise, a transformé le visage de ce quartier, a transformé le visage de centaines de quartiers. Et il y a des gens, mais oui, mais non, mais moi je ne le souhaite plus. Les Italiens sont venus. Mais ce n'est pas pareil. C'était une immigration européenne. Il y a une immigration asiatique aussi qui est là. Il y a une immigration maghrébine qui est là. Mais je ne pense pas que ce soit l'immigration asiatique ou italienne qui pose problème. D'accord, c'est laquelle? C'est en tout cas l'immigration d'Afrique. D'Afrique oui, d'Afrique de l'Ouest. Dites-le. Du Maghreb ou pas? Mais du Maghreb, mais bien sûr, vous venez vous-même de me dire que les mineurs étrangers isolés qui étaient là venaient du Maroc et de l'Algérie. Oui, non, mais moi j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des gens qui venaient. Il n'y a pas que des Algériens et des Tunisiens. Il y a aussi des gens de l'Est. Il y a aussi. Mais c'est un problème aussi. C'est la pauvreté qui. Mais monsieur, attendez juste un argument là-dessus. Monsieur, il y a des centaines, des milliers de familles pauvres en Seine-Saint-Denis, dans le nord de la France, dans le centre de la France, dans le Cantal ou dans la Creuse, dont les parents ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. La vraie pauvreté, elle est dans nos campagnes, elle est dans la ruralité, où les pharmacies ferment, où les hôpitaux ferment. Et là-bas, on ne brûle pas de voitures, on n'attaque pas la police, et on ne brûle pas des voitures, on ne fout pas le bordel pour manifester une colère. Donc je ne crois pas à cet argument de la pauvreté. Moi, je crois dans l'éducation. Et vous voyez, ma mère, elle m'a élevé avec 1 300 € par mois, mais par les valeurs qu'elle m'a données, par l'éducation qu'elle m'a donnée, mais probablement comme vous, et ni vous ni moi n'avons fini comme délinquants. Mes parents, Jordan Bardella, ils sont issus de cette immigration dont vous voulez plus. Mais ça n'est pas la même, monsieur. Alors on va avancer. Attendez, monsieur, on vous entend pas. Quand c'est les pompiers qui brûlent, quand c'est les infirmières qui brûlent, ils sont français. Quand ils cassent tout dans Paris, ils l'ont détruit, c'est bien des Français. Les gilets jaunes, c'est bien des Français, c'est pas des Maghrébins. Mais on mélange tout là. D'un côté, vous avez un combat social. Les gilets jaunes qui ont attaqué la police, ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce sont les types qui sont derrière moi, qui hurlent depuis tout à l'heure, d'ultra-gauche, qui sont allés mettre un gilet jaune pour attaquer les forces. Justement, mais croyez-moi, les Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, il y en a partout. Et je dis juste que dans nos campagnes, on n'attaque pas la police. Alors on va essayer d'avancer un petit peu. Merci Mokrane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Président de France des banlieues, merci d'avoir dialogué et accepté de dialoguer. On est à peu près 100 mètres là de cette fameuse place de la Guillotière. C'est vrai que là il y a beaucoup de tension sur la place. Vous souhaitez qu'on avance ou pas? Je vous suis, c'est vous le fil conducteur de l'émission. D'accord, non mais si vous, enfin c'est vrai que je pense qu'il y a un peu de tension. Donc c'est pour ça que je vous pose la question en fait. Pour rentrer sur la place. Alors on va essayer de rentrer sur la place. En tout cas, on n'est pas venu jusqu'ici pour faire marche arrière. Non, mais pas du tout. Le monsieur qui vous a parlé tout à l'heure me dit il faut y rentrer, il faut y aller. Et c'est vrai que c'est assez surréaliste quand même de se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont là? On les arrête, on les renvoie chez eux quand ils ne sont pas français. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que si vous renvoyez déjà les immigrés clandestins qui sont présents sur cette place, qui, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, tous les chiffres le disent, une grande partie des trafics qui sont organisés là le sont par les filières d'immigration clandestine. Si vous réglez le problème de l'immigration, je pense que vous réglez une grande partie du problème de la violence en France. Attendez, madame, quand vous avez des pays... Alors, quand vous avez des gens et des pays en particulier qui ne veulent pas récupérer les personnes étrangères, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme la Tunisie, qu'est-ce que vous faites en fait de ces gens-là si les pays ne veulent pas les accepter? Vous avez raison, Jean-Marc Mandier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des pays du Maghreb ne souhaitent pas récupérer leurs indésirables et ne souhaitent pas récupérer leurs ressortissants qui sont délinquants ou criminels. Le problème, c'est que nous donnons beaucoup d'argent aux pays du Maghreb, on donne beaucoup d'argent à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, d'abord au titre de l'aide au développement et ensuite sur les transferts de fonds privés. Mais c'est une question de rapport de force. Mais là le rapport de force se fasse respecter. Et si ces pays-là ne souhaitent pas récupérer leurs ressortissants, eh bien, nous allons couper les aides publiques et nous allons couper les transferts de fonds. Et nous couperons les visas. Et je vous rassure je peux vous assurer qu'en un quart d'heure, les immigrés clandestins qui doivent être récupérés par l'Algérie sont sur le tarmac à l'aéroport de Roissy. Là, pour l'instant, c'est vrai que le gouvernement a décidé de mettre en place 50% de visas en moins en ce qui concerne. Voilà, alors on reçoit quelques. Juste, je viens de faire un pas sur la gauche parce qu'on vient de prendre un œuf. Voilà, on vient de prendre des choses. On va avoir une odeur d'omelette sur l'épaule pendant encore une heure. Mais... Voilà, on est à 100 mètres de la place. On n'y est pas encore. On voit face à nous le fameux McDonald's qui est obligé de fermer à 15h. Donc c'est le confinement en fait pour les braves gens.
C'est-à-dire que les honnêtes gens qui habitent là sont confinés et sont sous couvre-feu à partir de 17h parce que les trafiquants de drogue font la loi dans le quartier. C'est une honte. Et quand j'entends le ministre de l'Intérieur expliquer qu'il n'y a pas de zone de non-droit, je l'invite à venir ici à la Guillotière pour s'en rendre compte. Alors, il y a un peu d'agitation autour. Il y a même beaucoup d'agitation, voilà. Mais on va essayer d'avancer. Je ne veux pas dramatiser la situation, c'est pour ça que je parle d'un peu de situation avec les forces de l'ordre qui sont en train de se positionner devant nous pour essayer de rentrer. Alors l'idée non plus, effectivement, c'est pas de faire de la provocation. Enfin, non mais on fait pas de provocation. Vous êtes journaliste, je suis député, nous sommes partout chez nous. C'était la suite de ma phrase justement. Nous on souhaite simplement aller sur une place qui est une place en France, qui est une place à Lyon et qui est une place dans laquelle il y a des incidents depuis plusieurs jours. La police est présente et donc il y a une manifestation qui est là. Voilà, on est en train de voir si on arrive à rentrer. Si on arrive à rentrer sur cette place de la Guillotière, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà le bilan du gouvernement en matière de sécurité. Alors on arrive là devant le McDonald's, un peu plus loin. Un peu plus loin, si on y arrive. Il y a le fameux casino. Merci. Bonjour monsieur. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Vous habitez ici? Oui, bien entendu, depuis plusieurs dizaines d'années. Et franchement, le quartier a besoin d'être pris en main parce qu'on vit une vie d'enfer. Voilà. Vous voyez à quoi sont abandonnés les habitants de la Guillotière? Et ce qui se passe là, c'est tous les jours. Ouais. Et en vérité, la situation s'est plus ou moins apaisée, bon, excepté à cet instant, parce qu'il y a des cars de CRS qui ont été mis en place depuis 3-4 jours. Mais à la minute où les cars vont partir, les trafics vont continuer, parce qu'on ne règle pas le problème à la racine. Et c'est ce que je déplore. Voilà, là on a réussi à rentrer sur cette fameuse place de la Guillotière. Votre sentiment de vous retrouver dans une telle situation, Jordan Bardella, c'est-à-dire avec des gens qui vous disent vous n'avez pas le droit de rentrer sur cette place. Oui, mais ces gens-là, si vous voulez, sont les idiots utiles du système. Parce que, en vérité, ces milices d'ultra-gauche qui sont autour de nous, main dans la main avec les racailles qui font régner la terreur dans ces quartiers, en vérité devraient être dissoutes. Et les ennemis de la démocratie, ce sont eux. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Je vous dis, moi, j'ai grandi à Saint-Denis, dans une cité qui est aux mains du trafic de drogue. J'ai grandi dans un immeuble où, lorsque vous rentrez, eh bien, il y a des trafiquants de drogue qui vous fouillent, qui vérifient que vous n'êtes pas de la police. J'ai grandi dans un quartier à Saint-Denis, la cité Gabriel-Péry, qui est aux mains des fondamentalistes islamistes. Donc moi, je suis parfaitement à l'aise dans ce genre d'environnement. Je déplore juste que ce que moi j'ai connu à Saint-Denis, ce que les habitants subissent ici à la Guillotière, on est en train de le voir partout en France. Et je viens dire que si on ne reprend pas maintenant le contrôle de notre pays, si on n'applique pas la loi et l'ordre dans nos territoires, alors ce qui se passe ici sera demain le futur de toute la France. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu si on peut. Je ne sais pas ce que nous disent, parce que je voudrais qu'on aille au moins jusque devant le casino. Qui lui aussi ferme. Donc alors, à 17h. Le casino ferme désormais à 17h. Voilà, on est en train. Alors je pense qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a face à nous. Je ne sais pas si vous les voyez à l'image. Voilà, attention. On a face à nous les manifestants qui nous empêchent. Qui nous empêche d'avancer sur cette place. On voulait aller devant le casino qui est juste à côté, qui est ce fameux supermarché qui ferme. Face à nous, on va le dire en gros, c'est partez, fascistes, voilà, enfin... Je ne sais pas du coup si c'est dirigé contre vous, contre moi. Je pense que c'est assez partagé dans le délire. Qui est mis en place aujourd'hui par les gens qui sont là. Disons que c'est un peu plus agité qu'à Drancy. Voilà, c'est beaucoup plus... Je suis né d'ailleurs. Beaucoup plus agité. On va prendre Édouard Dorian-Sipel qui est venu et qui est avec nous et qui est membre membre du Conseil national du Parti socialiste. Bonjour Édouard Dorian-Sipel et merci d'être venu. D'abord, je suis obligé de vous demander vos réactions par rapport à tout ce qui se passe et cette situation où là on est incapable d'avancer, de faire plus de 20 mètres de plus. Oui, je crois que ce sont des gens de l'ultra-gauche qui ne sont pas d'accord avec votre venue et notre venue et celle de Jordan Bardella. Il y a une partie de cela où je peux comprendre les choses.
où ils ont le sentiment, où on prend les choses en spectacle. Mais moi, l'ultra-gauche qui nous crie « cassez-vous », qui vous dit de vous casser Jean-Marc, qui vous dit à vous le rassemblement de vous casser. Alors que la police est en train de charger en ce moment-là pour essayer de faire un peu de vide et qui va nous permettre d'avancer. Allez-y. Non, je voulais simplement faire la remarque suivante. C'est un quartier dans lequel il y a des difficultés, il y a des problèmes de sécurité, de trafic. Et moi, j'entends des gens d'ultra-gauche qui nous disent de nous casser. Mais j'aimerais aussi que demain, ils puissent dire aux trafiquants, aux dealers et aux délinquants, à eux de se casser du quartier, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus nuisibles que n'importe quelle autre situation. Ouais, donc moi je peux comprendre ceux qui n'aiment pas la venue des médias, etc. Mais pour quelle raison ? Je peux comprendre qu'on n'aime pas la venue du Front National ou du Rassemblement National, mais moi je débat avec le Rassemblement National. Il faut débattre même avec ceux qu'on n'aime pas politiquement. Et j'aimerais que demain, ces gens d'ultra-gauche, ou quels qu'ils soient d'ailleurs, puissent dire surtout cassez-vous aux dealers et aux trafiquants, parce que c'est ça, me semble-t-il, qui pourrit la situation ici. Et surtout, je le répète, les habitants du quartier ont envie qu'on vienne. Les habitants du quartier nous ont demandé de venir. On a fait plusieurs directs avec eux. Ils nous ont dit venez voir la situation. On est venu, comme on dit, en repérage avec nos équipes hier, avant-hier. On a rencontré les commerçants qui, eux, veulent qu'on soit là, veulent qu'on vienne, parce qu'ils ont envie de se faire entendre. Et ils ont envie qu'on voit cette situation, parce que, je vais dire une chose, Jordan Bardella, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, finalement, c'est tout bénef pour vous, pour dire la vérité. Parce que non, c'est surtout une situation qui est très triste pour la France. On va essayer d'avancer un petit peu peut-être. Je peux vous dire que nos amis là profitent bien, ultra-gauche et racaille main dans la main. Mais ils vous servent. Non, mais parce que dans 5 mois, on va siffler la fin de la récréation, donc ils en profitent parce que dans 5 mois, c'est terminé. Mais c'est vrai que c'est le reflet finalement de ce que vous dénoncez. Donc finalement, ils vous servent en faisant des actions comme celle-là. Mais voyez bien que 30 ans de laxisme, et je vous incrimine moi personnellement, mais de gouvernance par la droite et la gauche, nous a amené à ça. Nous a amené à l'impunité de la violence d'ultra-gauche. Nous a amené à l'impunité de la violence des racailles. Et pourquoi ces gens-là, racailles et ultra-gauche, nous attaquent aujourd'hui, nous prennent pour cible avec des œufs, des mortiers et des hurlements? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent strictement rien. Et que, en vérité, nos dirigeants sont totalement impuissants aujourd'hui à assurer la sécurité des Français. On va avancer. Voilà, on nous demande d'aller sur la droite pour pouvoir continuer à avancer sur la place. Voilà. On va avancer par là. Venez par là. On va continuer. On va aller devant le casino parce que c'était un des objectifs aussi. C'était de pouvoir se mettre devant ce fameux casino. On va rester. Voilà. Donc on essaie de... Alors je sais pas où est la caméra, voilà, elle est là. On vient de prendre un pétard. Ouais, on vient de prendre un pétard, c'est pas très grave. Juste, cette situation finalement, cette situation, elle sert le Rassemblement National. Oui, c'est toujours le cas, les extrêmes se rejoignent, les extrêmes de gauche, les extrêmes de droite, c'est un classique qui nuit à la République. Mais moi je voudrais, si je suis venu, M. Bardella, c'est pour répondre aussi à ce que vous venez de dire. Quand nous avons gouverné avec François Hollande, on a augmenté les moyens de la sécurité. Et je vais vous dire les choses très clairement. Les questions de sécurité, on les règle avec des moyens de sécurité. Pas avec des illusions sur l'immigration, avec des mystifications, avec des faux problèmes. Vous avez l'impression d'avoir résolu quelque chose ? Face à vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas né français. Moi, je ne suis pas né français. Moi, j'ai été naturalisé à l'âge de 10 ans et je suis devenu député de la République en 2012. Félicitations, je ne suis qu'un exemple parmi des millions d'autres Français qui sont fonctionnaires, médecins, avocats et qui sont issus de l'immigration. Vous êtes, je le dénonce aujourd'hui, comme des Don Quichotte face à des moulins et vous ne réglez pas les problèmes de la sécurité. Face à l'insécurité, il faut être dur, il faut trouver des moyens pour lutter contre l'insécurité et la délinquance. Et j'ai envie de vous dire une chose très simple. Je pense qu'on doit être rassemblés sur les questions de sécurité. Vous les utilisez et vous surfez sur le ressentiment des gens. Vous n'êtes pas... Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a refusé la dissolution des milices et vous avez strictement rien fait. Regardez, voilà votre bilan de 40 ans de politique de droite et gauche. Il est ici. Regardez, il est sur la porte avec marqué commerçants abandonnés partout dans ces quartiers. Ça, c'est une illusion et je crois que les Français le savent. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Ils savent que le Front National ou le Rassemblement National ne sera jamais la solution. Vous faites partie du problème parce que vous faites partie de ceux qui agitent là où il y a déjà des problèmes sans jamais apporter une solution. Et ça, c'est triste. Monsieur, très triste. Vous sucrez les fraises. Vous avez pris quelles mesures pour arrêter la prolifération du trafic, de l'immigration clandestine, des adjoints de sécurité? Rien, zéro, vous n'avez rien fait. Le pays est à feu et à sang aujourd'hui. Il n'y a pas un jour, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Il y a 85 faits de violence tous les jours contre les policiers. On aimerait bien entendre de la solution de l'aveu de M. Darmanin. À part crier immigration, immigration, immigration. Non, vous n'avez rien à dire. Et je vais vous dire autre chose. Si vous n'êtes pas un Français mûr, capable, avec maturité,
de regarder que les problèmes français sont français et d'arrêter de pointer l'étranger comme le responsable de tout en France, vous n'avancerez jamais. Monsieur, et c'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui ici, monsieur Bardella. Arrêtez de pointer les étrangers. Dans l'agglomération lyonnaise sont le fait des mineurs non accompagnés. Vous savez, si vous ne voyez pas ici le problème de l'immigration, je suis désolé, je ne peux rien pour vous. Vous êtes peut-être dans le déni, je peux rien pour vous, mais croyez-moi, les commerçants, ils le voient. Il n'est pas la cause de l'insécurité générale, c'est pas vrai. Nous avons affaire avec des trafics de drogue extrêmement puissants, avec des gens armés. Je suis pour que l'État, ils sont français, monsieur, pour la plupart. Ah bon? Pardon, ils sont dans les quartiers, ils sont nés ici et ils sont organisés à l'échelle internationale. Moi, je vous le dis. Face à des problèmes structurels comme le trafic de drogue, il faut des moyens structurels. Et je suis pour. Il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance pour vous. Il n'y a pas de lien. D'accord. Évidemment que non. Mais que la délinquance n'est pas par l'immigration. Qu'il y ait des immigrés qui soient délinquants, oui, mais prenez les statistiques. À Paris, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet étranger, devant le parquet, sont des mineurs étrangers. Moi, j'ai envie de savoir combien 93% des agressions, des vols dans les transports d'Île-de-France sont faits d'étrangers. Mais nous allons mettre beaucoup de moyens. Nous allons soutenir la police. La démagogie, vous n'avez pas grand-chose à dire. Mais puis un problème, monsieur, c'est la justice. Je vais vous dire une chose. Parce que vous avez supprimé les peines planchées. Parce que moi, je vous regarde. Qui est en difficulté aujourd'hui? C'est Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus radical de vous que vous. C'est Monsieur, vous êtes à 3% dans les sondages avec Madame Hidalgo. Oubliez-moi 2 minutes et pensez à votre situation. Vous êtes en train de jouer à celui qui est le plus radical, le plus extrême, le plus perturbateur de système. Et ben c'est M. Zemmour qui est en train de passer devant. À ce jeu-là, vous perdrez. Quand on veut gouverner la France, il faut savoir se gouverner soi-même et être crédible devant les Français. En matière de sécurité, je pense que vous n'avez pas cette crédibilité. Ça explique vos difficultés électorales. On en reparlera peut-être à l'élection présidentielle, monsieur les Français. Juste un mot, parce que Édouard Dorian-Sipel a dit quelque chose d'important. Il dit qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance. C'est spectaculaire. Mais à ce moment-là, moi, je peux plus rien pour vous. Je suis désolé. Moi, je crois que vous expliquez qu'il n'y a pas de lien entre notre politique migratoire, les centaines de milliers de personnes qui rentrent chaque année dans notre pays et l'explosion de la violence, de la délinquance, de la criminalité et même du terrorisme. Parce que permettez-moi de vous rappeler qu'une grande partie des attaques terroristes que nous avons subies sur notre 92%, c'est Monsieur Delval, qui est un spécialiste du monde musulman, qui donne ce chiffre. 92% des personnes qui ont attaqué notre pays dans une attaque terroriste islamiste sont des personnes qui sont liées à l'immigration, directement ou indirectement, soit en étant étrangers, soit en étant binationaux. Donc si vous ne voyez pas le lien, je ne peux rien faire pour vous. Mais l'islamisme, comme la délinquance, ça ne pousse pas dans les prairies normandes. Je suis désolé. L'islamisme, c'est l'islamisme. L'islamisme politique, c'est l'islamisme politique. La question de l'immigration illégale, il faut la traiter. Moi, quand il y a quelqu'un qui est en situation irrégulière, il a vocation à retourner dans son pays, à être expulsé. Vous l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Mais nous le faisons tous les jours. Mais les gens qui sont en France et qui ont un ancrage en France, qui ont des enfants à l'école, qui ont un travail et qui sont en situation irrégulière, ils ont le droit de demander une régularisation. Mais quel est le problème avec ces gens-là ? Le problème n'est pas là, monsieur. Le problème n'est pas l'immigration. Le problème, c'est la délinquance. Vous êtes trop doux face à la délinquance. Vous êtes des bisounours. Tant que vous regarderez l'immigration comme problème de la délinquance, les trafiquants, ils seront tranquilles. J'ai l'impression de revoir Gérald Darmanin qui dit à Marine Le Pen qu'elle est trop molle. Non, vous avez juste Édouard Dorian-Sipel avec... On va finir par vous offrir une carte. Excusez-moi, mais vous êtes des bisounours. Au Rassemblement National, à Jordan Bardella, qui est le président, vous lui dites vous êtes des bisounours. Évidemment, vous tapez à côté, vous tapez sur le faux problème. Enfin, depuis quand l'immigration ou le pauvre immigré, le problème de la délinquance? On est en train de parler de trafic de drogue, on est en train de parler de braquage, on est en train de parler de féminicide. Mais regardez les féminicides. Non mais monsieur, quand il y a un camion qui fonce sur la foule, je regarde pas la marque du camion, je regarde la personne qui conduit le camion. J'ai combattu le terrorisme islamiste quand nous étions au pouvoir, vous avez pas vous avez rien fait du tout. Vous n'avez pas fermé les mosquées radicales. Vous n'avez pas expulsé régler les problèmes de la France. Les individus étrangers qui sont fichés pour radicalisation. Rien. Et aujourd'hui, on en est là partout. Monsieur Bardella, je suis d'accord avec vous. L'un des mots de ce quartier, c'est aussi la gauche. la manière dont les fondamentalistes islamistes sont en train d'imposer leurs lois et de menacer notamment la sécurité des femmes dans l'espace public. Et je voudrais qu'on revienne au quartier, si vous le voulez bien. On est à la Guillotière, on est ici à Lyon, on a réussi à rentrer sur la place et il faut le dire clairement, c'est grâce aux forces de l'ordre qui font un sacré travail depuis tout à l'heure aux forces de nous et qui ont permis de nous faire rentrer sur la place. Sur une place comme celle-là, sur une place où il y a des trafics, sur une place où si les médias s'en étaient pas occupés il y a 15 jours, il faut dire les choses, rien n'aurait bougé. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire
Moi, franchement, je suis comme vous, je suis toujours meurtri quand je vois le laisser-faire, quand je vois pas une action, quand je vois les citoyens laissés à leur propre sort. Vous savez, j'ai grandi en banlieue. Je suis né au Brésil, mais à 10 ans, j'étais à Créteil et j'ai fait toute ma scolarité à Créteil. Je sais ce que c'est que de grandir dans une banlieue populaire. J'ai été chef de cabinet du maire de Bondy, je sais ce que c'est une ville populaire. Vous-même, vous êtes né à Drancy. À Drancy, j'ai grandi à Saint-Denis. Et vous savez ce que c'est. Donc j'aimerais de temps en temps, on arrête de faire de la démagogie. Qu'est-ce qu'on fait alors faisons pas démagogie, soyez concrets, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la mairie, elle est présente. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Ce sont des problèmes difficiles. C'est une délinquance qui est mobile. Donc il faut de l'action permanente. À l'État de s'inventer, à l'État de réinventer les politiques publiques, à nous d'inventer les doctrines d'emploi. Il faut des moyens. Il faut donc des moyens quantitatifs en termes d'hommes et de moyens matériels pour la police. Et il faut toujours réinventer les doctrines d'emploi. Je fais confiance à la Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous m'avez dit beaucoup de mots et il n'y a rien derrière. Je suis désolé. Excusez-moi de vous le dire comme ça, Édouard Dorian-Sipel. Les mots. Vous avez un politique, mais un politique, il doit. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Des moyens de police. Sur cette place, on fait quoi? Faites tourner la caméra, montez tous les policiers qui sont là. Montrez tous les policiers. C'est vrai qu'ils ne sont pas là tous les. Demain, ils partiront. J'aimerais que certains soient là. J'aimerais qu'ils soient là de manière permanente. On les voit à l'antenne pendant que vous parlez. Voilà, j'espère qu'on puisse avoir une action permanente, que ces gens-là ne soient pas laissés à l'abandon. Il faut être en permanence. L'État et les pouvoirs publics doivent assumer le rapport de force face aux délinquants et autres. Plus de bleus dans la rue. Et ici, vous dites, il faut mettre en permanence des forces de l'ordre pour établir l'ordre. Mais oui, sinon c'est l'abandon. Et les gens sont. C'est nouveau ça chez les socialistes, non? Et non, moi je suis de l'école Pierre Jox, je suis de l'école Jean-Pierre Chevènement, je suis de l'école, y compris Manuel Valls sur les questions de sécurité. On a même reproché aux sociétés d'être trop dur. Moi je me souviens même d'articles. Personne ne nous a reproché d'être trop dur, je vous rassure. Non mais vous au Front National. Le problème c'est la justice aussi derrière. Parce que en vérité, moi je pense que vous avez fait une erreur en supprimant les peines planchées par l'intermédiaire de Madame Taubira. Parce que le problème aujourd'hui. Mais là, vous abîmez l'individualisation des peines, et ça, c'est pas constitutionnel. Le problème aujourd'hui, c'est que les trafiquants de drogue, quand ils sont interpellés 10, 20, 30, 40, 50 fois, et que les policiers nous disent, quand nous arrêtons des types, les types ont des cartes de fidélité pour la cellule de garde à vue du commissariat. Donc il faut une justice beaucoup plus ferme. Moi, je suis socialiste et je le dis avec beaucoup de tranquillité. Oui, il faut être plus dur. Il faut peut-être avoir des politiques pénales plus dures, plus dissuasives, plus en assumant le rapport de force réel avec ceux qui abîment le pays et qui sont des délinquants. Je pense que la gauche, elle a toujours joué son rôle en matière de sécurité, et j'en ai assez de ceux qui nous racontent des histoires à dormir debout, comme quoi la gauche serait laxiste. Alors il peut y avoir du wokisme comme on en a aujourd'hui. Moi, c'est pas ma culture. Moi, je suis de la gauche républicaine démocratique. On assume les questions de sécurité, et j'en ai assez aussi que vous, au Front National, vous vous serviez de ça comme un levier à partir du ressentiment des gens, de la détresse des gens, pour essayer de gagner des voix qui ne vous serviront à rien. Elles ne vous permettront pas de gagner l'élection présidentielle, et vous n'avez pas de solution pour les questions de sécurité. Un dernier mot, si vous voulez répondre, ou on fait une pause? Non, mais juste que le Parti Socialiste est à 3% d'intention de vote et que Marine Le Pen est donnée au second tour. Bon voilà. Franchement, non, mais c'est pas un mépris, monsieur, parce qu'on est tous passés par des 3% aux élections. Moi, c'est comme si je vous disais, vous avez jamais gouverné la France. C'est juste que vous avez gouverné, vous avez un bilan, et que je note qu'une grande partie des mesures qu'on propose sont plébiscitées par les Français. Vous avez face à vous une formation politique qui a gouverné la France. Nous avons eu cette vu le résultat. Voilà, vous, c'est pas le cas. On va faire une pause. On va continuer pendant ce temps à avancer sur cette place, parce que c'est important de parler de ce qui se passe ici. Merci Édouard Dorian-Sipel, membre du Conseil national du Parti socialiste. On fait une pause. Jordan Bardella, vous restez avec nous. Juste 3 petites minutes de pause et on se retrouve en direct ici, place de la Guillotière, pour Face à la rue avec Jordan Bardella. A tout de suite. Merci de nous retrouver en direct pour ce Face à la rue exceptionnel. On est à la Guillotière, à Lyon. On est avec Jordan Bardella qui est avec nous, qui est le président du Rassemblement national. Si vous nous suiviez depuis tout à l'heure, vous avez vu à quel point cette émission se fait dans des conditions difficiles. C'est sport, vous pouvez le dire. Je suis assez content parce qu'on a réussi à rentrer quand même sur cette place de la Guillotière. Alors là, on est devant un kebab. Je ne sais pas si on le voit à l'image. On est devant un kebab qui est juste là, et on devait parler avec le patron de ce kebab qui voulait nous expliquer quelle était la situation. Depuis que les gens savent qu'il doit parler, il a été menacé, donc il veut plus nous parler. Il s'est réfugié à l'intérieur, il a pris des coups sur sa vitre, etc. depuis tout à l'heure, donc il n'a pas envie de nous parler. Il voulait nous raconter les dealers, les gens qui se battent au couteau, les menaces qu'il a reçues. On va avancer un petit peu également, il voulait nous expliquer que plusieurs fois on lui a demandé de cacher de la drogue dans son établissement, qu'il a refusé, et qu'aujourd'hui pour lui
la vie est intenable et vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il pense que sa sécurité n'est même pas assurée. C'est-à-dire qu'il se dit, aujourd'hui, si je parle à l'antenne, si je me montre, c'est ma vie qui est en danger avec les menaces qu'il reçoit. On est dans une situation totalement folle, finalement. Oui, bien sûr, mais encore une fois, ce qu'on vit là, on le vit partout en France. Il y a des commerçants qui nous disent, les trafiquants de drogue viennent nous voir, ils nous proposent de l'argent pour, entre guillemets, assurer la sécurité du quartier. Et si on ne veut pas payer la rançon, eh bien à ce moment-là, on va casser la vitrine ou on va s'en prendre aux commerçants, à leur famille. Alors, nous a rejoint Pierre-Olivier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et maire républicain du 2e arrondissement de Lyon, ici. D'abord, votre sentiment. Vous êtes maire à Lyon. Vous voyez cette situation ici. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Bon, il y a deux choses. Si vous voulez, on a un problème et une situation qui s'est enquistée, je dirais, durant 3 ans. On a eu une vraie dégradation depuis 3 ans qui a abouti à un résultat finalement où vous avez eu des dealers et des trafiquants qui sont restés amassés sur cette place et on en est arrivé à la situation où même la maire du 7e arrondissement écologiste en a été à dire je suis obligé de traverser le trottoir et d'éviter ce quartier parce qu'il est devenu dangereux. On en est arrivé aussi au stade où différentes enseignes dont le casino et le McDonald's en sont arrivés à dire nous finalement on est obligé de fermer plus tôt parce qu'on a trop de problèmes de sécurité. Et donc je me réjouis que depuis 5 jours le préfet de police soit intervenu et fasse intervenir les CRS de telle sorte à ce qu'on puisse retrouver du calme et de la sérénité sur cette place. Mais je le disais, vous vous rendez compte que quand on veut faire une émission ici avec un homme politique de premier plan qui est le président du Rassemblement national, une chaîne nationale, une chaîne d'infos, vous vous rendez compte les moyens qu'il faut déployer aujourd'hui simplement pour pouvoir faire une émission ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si vous voulez, je pense que vous auriez fait cette émission sur un autre quartier de Lyon, vous auriez eu le même problème. Très sincèrement. C'est encore plus grave ce que vous dites. Non, mais parce que vous avez eu un appel finalement des gens d'extrême gauche à manifester contre les gens d'extrême droite. Et finalement, on le voit bien, c'est le problème des populistes. C'est le problème en général. Monsieur Bardella est venu aujourd'hui sur place, mais finalement, les problèmes, ils existent depuis bien plus longtemps. Et le Rassemblement national débarque et parle de la guillotière que lorsqu'il y a des élections. On a eu le cas, pardon, excusez-moi. Non, mais parce que là, je veux juste vous remettre les choses en place. C'est nous qui avons voulu faire une émission à la guillotière, comme on l'avait fait avec Éric Zemmour. On a proposé à Jordan Bardella, c'est pas lui qui débarque à la guillotière. Ça ne change pas du quartier où j'ai grandi. Voilà, c'est nous qui l'avons invité, parce que le principe de cette émission, c'est de prendre des personnalités politiques et de les mettre face à la réalité du terrain. Et c'est vrai qu'on avait choisi Lyon et la guillotière, mais c'est pas lui qui s'est invité. Mais je vais juste vous donner un exemple très simple. La dernière fois que le leader local du Rassemblement national a parlé de la guillotière, c'était à une semaine du premier tour des élections régionales. Donc finalement, on le voit, le Rassemblement national. Il habitait juste à Saint-Cré, juste à côté de la porte. Pourquoi qu'à la veille des élections régionales? Si vous voulez, moi je suis élu local, je suis confronté, je dirais, aux problèmes au quotidien. J'habite dans le 2e arrondissement, on a des problèmes de rodéo, on a des problèmes de trafic, mais comme beaucoup. Et finalement, nous, notre rôle au quotidien, c'est d'essayer de trouver des solutions, pas que de les dénoncer. Et donc c'est pour ça que moi je me suis rapproché du préfet, rapproché du maire de Lyon pour essayer de trouver des solutions. On le voit bien, on a une mairie de Lyon aujourd'hui qui a beaucoup de mal. On a un maillage en caméra qui n'est absolument pas suffisant. Il y a des caméras sur cette place, par exemple, là-haut je vois qu'il y a une caméra. Sur cet espace-là, vous avez à peu près 23 caméras qui sont disposées. Le problème que l'on rencontre, c'est que toute la ville de Lyon n'est pas maillée. Et aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de déployer plusieurs centaines de caméras pour arriver à un maillage global de Lyon. Et le deuxième problème, il est sur les effectifs de la police. Là, je parle vraiment que du niveau municipal, où on le voit bien, la mairie de Lyon n'engage pas et n'embauche pas suffisamment de policiers. Le maire de Bron, qui est juste à côté, qui a une situation aussi compliquée, a réussi à augmenter en moins d'un an de 70% les effectifs de sa police. On a le maire de Rieux-la-Pape, un petit peu plus haut, qui lui aussi a réussi à avoir des résultats là-dessus. Et donc finalement à Lyon, on a ce sentiment que les pouvoirs publics n'ont pas pris assez au sérieux cette solution-là. Moi je le vois avec la région, avec Laurent Wauquiez, nous avons proposé au maire de Lyon un plan d'1 million d'euros pour l'accompagner, en partenariat évidemment avec l'État, pour qu'on puisse trouver des solutions. Et moi je me réjouis que depuis une semaine, cette place finalement ait retrouvé une forme de sérénité. Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous différencie dans vos solutions du Rassemblement national ? Aujourd'hui, on le voit bien, le Rassemblement national est sur une posture de dénonciation. On le voit, je vous entendais tout à l'heure dans le débat avec l'ancien... Édouard Dorian-Sipel. Voilà. Si vous voulez, nous aujourd'hui, moi je suis élu local, je suis là pour finalement exercer mon mandat local. Aujourd'hui, il y a une session au Parlement européen, vous êtes ici, vous pourriez être... Je suis élu en Seine-Saint-Denis, monsieur. Vous pourriez être à l'Assemblée plénière du Parlement européen à Strasbourg. Et je préfère être sur le terrain qu'être à côté du radiateur à Bruxelles, vous avez raison. Je suis là en tant qu'élu et je suis... Dans le concret, qu'est-ce qui vous différencie de ce que propose le Rassemblement national ? Aujourd'hui, on le voit, on a proposé très clairement pour Lyon de multiplier par 3 le nombre de caméras de vidéoprotection. On estime à peu près un besoin en doublement de la police municipale. Et on a également proposé, c'était
lors du dernier conseil municipal, j'ai proposé au maire de Lyon de mettre des dispositifs d'alerte justement pour que les riverains puissent appeler en direct les commissariats de police municipales avec, je dirais, des boutons et des caméras pour que derrière ils puissent expliquer leurs problèmes. Et c'est du concret, c'est précis. Et déployer aussi au niveau des commerces des boutons d'alerte. Ça, on le fait avec la région. Et je pense que c'est essentiel parce que moi, je vous parle du niveau local. Je suis pas élu national, je suis vraiment élu local. Et mon rôle, c'est de trouver des solutions avec les moyens qui sont les nôtres. Et là-dessus, il y a une synergie nécessaire entre les différents pouvoirs publics. Et donc finalement, ce qui nous différencie, c'est que nous, on est un petit peu plus dans le concret, vous êtes plus dans la dénonciation. Jordan Bardella, plus dans la dénonciation. Non, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les élus locaux et les élus dans nos villes aussi. Rassemblement National se battent pour assurer la sécurité avec les moyens qui sont les leurs. Mais je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de charter que de boutons d'alerte. Vous voyez, parce que si on règle pas le problème à la racine, en vérité, on continue dans une espèce de spirale infernale. Je crois que vous soutenez Madame Pécresse, je crois que vous êtes proche de Madame Pécresse. Valérie Pécresse, lorsqu'elle était ministre du budget, Nicolas Sarkozy, elle a supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Et donc ça, évidemment, on le paye aujourd'hui. Et vous, comme élu de terrain, comme élu local, vous êtes obligé de pallier je dirais les carences et les impérities de l'État. Donc il faut beaucoup plus de policiers. Il faut juste, si je peux juste terminer, et puis il faut beaucoup plus de moyens dans la réponse pénale. Il faut rétablir les peines planchers, il faut mettre fin aux remises automatiques de peine, il faut construire des places de prison. Parce que si effectivement, j'ai dit tout à l'heure que les clandestins devaient être remis dans l'avion, il faut que les trafiquants de drogue soient mis en prison. Or aujourd'hui, ça n'est pas fait parce que la justice est gangrénée par un laxisme judiciaire et il faut donc aujourd'hui avoir une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace, et c'est ce que proposa Marine Le Pen dans le cadre de l'élection présidentielle. Moi aujourd'hui, vous voyez, vous venez de me parler par exemple du mandat de Nicolas Sarkozy. Je pense que la dernière fois que ma famille politique a gagné une élection présidentielle, j'étais en 3e, vous deviez être en 5e. Donc finalement, en 2007, en 2007, j'étais en 5e. Ça remonte. Vous êtes républicain, je le rappelle. Soyons très clairement aussi dans une phase un peu plus constructive de systématiquement dire ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans. Mais on le paye aujourd'hui, c'est des choix qu'on paye aujourd'hui. Je suis désolé, mais aujourd'hui, moi je vois dans toutes les actions que je mène au quotidien, je fais le maximum justement pour que nos habitants puissent avoir de la tranquillité, pour que justement on puisse répondre à toutes ces problématiques-là. Quand on a eu le problème des rodéos, j'ai été le premier à monter au créneau pour que justement on puisse trouver des solutions. Et je vois que finalement les rapporteurs à l'Assemblée nationale sont venus me voir pour essayer de faire évoluer la loi. Et je pense que c'est sur ce genre de choses. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils ont besoin de résultats. Avec Laurent Wauquiez, on a été réélu. Pourquoi ? Parce qu'on avait un bon bilan. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est quand on a un bon bilan, derrière, on peut aller se représenter auprès des électeurs. Le Rassemblement national, lors des dernières élections municipales, fait 5% à la Guillotière. Elle fait 7 au deuxième tour des élections régionales. On le voit bien. Et il y a un problème de crédibilité. La crédibilité du Rassemblement national auprès des électeurs, notamment de la Guillotière, n'est pas là parce qu'ils nous font plus confiance et parce qu'ils voient que nous, on est capable de mettre en place des résultats. Jordan Bardella. Moi, monsieur, je ne doute ni de votre courage, ni de votre détermination, ni de votre volonté. Je dis juste qu'on paye les choix politiques qui ont été faits. Et effectivement, le mandat de la droite, quand on supprime la double peine qui nous empêche d'expulser les délinquants et criminels étrangers qui sont condamnés, quand on fait rentrer 1 million d'étrangers en 5 ans, quand on supprime 12 500 policiers et gendarmes comme l'a fait Valérie Pécresse, évidemment qu'on le paye, évidemment qu'on est démunis et ça va prendre plusieurs années à se rétablir. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et maire du 2e arrondissement républicain de Lyon. On continue à avancer sur cette place justement où on est installé. On repasse devant le McDonald's. Comment accepter qu'un établissement comme le McDonald's ou que le casino où on était tout à l'heure, comment accepter que ces commerces soient obligés de fermer ? Mais moi je refuse de l'accepter, je refuse de m'y habituer et moi je me mets à la place des habitants ici. Enfin, je veux dire qu'ils sont obligés d'éviter le quartier. On parlait même de la maire écolo qui est obligée de contourner le quartier lorsqu'elle passe dans la ville. Et je me mets à la place des habitants et des parents qui habitent ici. Enfin, je veux dire, ils ont le sentiment d'être totalement abandonnés par l'État. Et je veux juste leur dire, vous me direz peut-être que c'est démago, mais que la volonté de rétablir l'ordre, on l'a en nous. Et qu'effectivement, Marine Le Pen, présidente de la République, je pense que le quartier s'est un peu plus tenu. Ça veut dire qu'on n'aurait pas des scènes comme ça là où on tente les antifas disent ne rentrez pas sur cette place. Les antifas, ils doivent être dissous. Voilà, les antifas doivent être dissous. Il faut beaucoup plus de moyens pour la police. Quand vous dites ça. Il faut la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre qui, eux aussi, aujourd'hui, n'arrivent plus à faire leur travail correctement parce qu'ils ont le poids de l'administration et le poids de la hiérarchie politique qui ne les soutient pas. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un pays où la police, quand le président de la République parle de la police, il explique qu'il y a des violences policières, qu'il y a un racisme systémique dans la police. Et évidemment que les policiers voient ça comme un lâchage de la part de leur hiérarchie, de leur direction. Donc il faut soutenir nos forces de l'ordre. Il faut une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace. Et puis, il faut remettre de l'ordre dans notre politique migratoire. Encore une fois, on peut nettoyer ce quartier, mais il faut qu'on s'en donne les moyens. Et quant au plus haut sommet de l'État, on est dans le déni,
qu'on fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année, eh ben oui, on a une responsabilité sur le bordel généralisé dans ces quartiers. On parlait d'une banderole, hein, c'est pour ça que je levais la tête, une banderole qui était là-haut, bien sûr, CNews, facho, bobo, voilà. Enfin, on a droit à la totale sur cette banderole. On va prendre un habitant, un riverain. Bonjour monsieur, venez, Bonjour, vous appelez Jean-Michel, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Vous habitez par là? Vous habitez où? J'habite Cour-Gambetta juste en face, je viens faire mes courses ici. Comment ça se passe quand vous venez faire vos courses ici? C'est chaud, il faut choisir ses horaires. Il faut traverser ici le marché de la misère, comme on dit. Donc il faut slalomer un peu, il faut faire attention à regarder plutôt vers le sol qu'ailleurs pour éviter les soucis. Parce un regard peut paraître pour une provocation quelquefois, donc c'est assez gênant. Sinon, quand on rentre dans le magasin, il y a un maître chien qui vous attend, donc c'est un peu intimidant parce qu'il aboie, y compris en sortant. Et quelquefois dans le magasin, il y a même des troubles, donc c'est quand même perturbant. C'est assez incroyable. Vous me dites, en fait, quand vous traversez le quartier, vous baissez la tête, vous baissez les yeux pour ne croiser aucun regard, de peur qu'on vous dise « tu nous nargues », en fait, c'est ça? C'est malheureusement absolument ça, à l'exception près que moi, c'est pas dans mon tempérament de baisser quand même le regard. Donc quand il y a des trafiquants de cigarettes qui me demandent d'acheter des Marlboro, par exemple, j'ai plutôt tendance à leur faire un signe amical et à leur faire un sourire pour, je dirais, passer tranquillement, quoi. Mais il faut se méfier parce qu'il y a des comportements qui sont tout à fait inhabituels. Je pense qu'il y a des personnes qui sont sous l'effet de drogue ou je sais pas, de substances... Expliquez-moi, moi j'ai envie de comprendre aussi en fait la police ici. Alors là, bien évidemment, parce qu'on est là, il y a des forces de l'ordre et encore une fois, ça doit faire 3 fois, mais je pense que c'est important de le dire et de le répéter. On le remercie vraiment pour le travail exceptionnel qu'ils font ce matin pour nous aider à faire cette émission. Mais en temps normal, il y a de la police ici? Alors c'est par moment il y a de la police, donc tout va bien, par moment il n'y a pas de police et ça va moins bien, quoi. Dès que la police disparaît de l'endroit, il y a le marché qui se réinstalle, il y a les trafiquants qui reviennent, il y a la délinquance qui reprend le terrain. Et ici c'est une zone de non-droit, parce que la police ne peut pas être en permanence ici. Donc des fois la loi s'applique, des fois non. Et plus souvent non que oui. Donc il faut quoi? C'est quoi la solution pour vous? La solution pour moi, ça serait que la justice fasse son travail, parce que je me félicite des actions de la police. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont beau, je dirais, comment dirais-je, ils ont beau arrêter des personnes qui ne sont pas en situation légale ou qui se livrent à des exactions, elles reviennent après ou c'est un cercle infernal, quoi. Mais juste la question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi vous restez dans ce quartier finalement. Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, figurez-vous que je reste dans ce quartier parce que c'est quand même un beau quartier. Alors, je fais simplement attention à mes heures de sortie. Et le casino, j'y vais de moins en moins. Je peux aller au Super U d'un côté. Et puis, la station de tram, je prends plus celle-là. J'avance le cours de la Liberté là-bas. Donc, je change mes habitudes. Et malheureusement, ce qui me pèse le plus, c'est que ma femme, qui habite dans le 3e arrondissement à un autre endroit, ne puisse plus venir me voir parce qu'elle est harcelée, quoi. Donc ça vous prend là, quoi. C'est-à-dire que votre femme, elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir dans le quartier, en fait. C'est impossible. Non, pendant un moment, elle acceptait de venir. Maintenant, elle n'accepte plus. Ceci dit, il y a des gens qui sont en situation difficile et qui ne sont pas agressifs, mais d'autres qui sont sûrement dans des situations impossibles et qui sont agressifs, ou je sais pas, il y a des tempéraments qui sont violents. Et ma femme, plusieurs fois, elle a quand même essayé de venir. Elle était suivie de très près par quelqu'un. Il faut que je descende de chez moi pour aller la chercher devant ma porte. Mais elle a abandonné, quoi. Elle a abandonné, c'est moi qui vais la voir. Jordan Bardella, c'est surréaliste d'entendre ça. Sa femme ne peut même pas venir le voir. C'est tellement révélateur de ce que vivent des millions de gens dans notre pays qui changent de trottoir, qui baissent le regard, qui ont le sentiment d'être agressés et parfois le sont réellement pour un regard, pour une cigarette, parce qu'on n'a pas voulu donner l'heure, simplement parfois pour un regard de travers. Et ici, vous avez le condensé de l'échec des politiques. Vous avez les migrants hirsutes qui se baladent tels des zombies avec du crack plein les yeux et qui déambulent et qui agressent les passants. Vous avez les trafiquants de drogue, vous avez les commerçants qui subissent et surtout, moi, ce qui me heurte, c'est que les pouvoirs publics sont dans le déni. C'est qu'il y a un déni au plus haut sommet de l'État. Il y a des connexions totales. Il y a des connexions totales. Des connexions totales, bien sûr. C'est pour ça qu'on vient sur le terrain. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi. C'est pour ça qu'on vient sur le terrain pour qu'on voit la vraie réalité. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur le terrain. Ça fait chaud au cœur. Et encore une fois,
je reste ici sur place parce que j'ai d'excellentes relations avec mes voisins, avec certains commerçants. Et il y a eu une manifestation, je me suis engagé dans la manifestation. Parce que ce qui est important, c'est le bien vivre ensemble, c'est de pouvoir se retrouver dans le cadre de références communes. Or, c'est plus le cas actuellement et c'est dramatique. On devrait être ici dans un lieu d'apprentissage du bien vivre ensemble. Et au contraire, on est dans un lieu où on apprend le communautarisme, la violence, la ségrégation, l'exclusion, dans les deux sens. Il y a du racisme d'un côté et de l'autre, de tous les côtés. Moi, je suis contre ça. Ma famille d'origine étrangère, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Enfin, j'imagine que c'est des problèmes économiques qui sont à l'origine de tout ça. C'est assez catastrophique. De toute façon, surtout l'absence de courage de nos dirigeants. Là, on passe sur un terrain politique et vous n'avez pas envie d'aller là-dessus, j'ai bien compris. Merci, monsieur, en tout cas. Voilà, il faut dire les choses. Merci. Mais... On va Merci, avancer un petit peu par là et on me dit qu'il y a un autre habitant du quartier qui a envie de parler et qui s'appelle Kevin, c'est ça? Bonjour, monsieur. Venez là. Bonjour, Kevin. Dans l'idéal, j'aurais préféré ne pas être ici aujourd'hui. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à la sortie du deuxième confinement, on m'a forcé à déménager parce qu'on m'a scié ma porte. Ici? On m'a scié ma porte, grande rue de la Guillotière, juste à côté. Ouais. J'ai une voisine qui a failli se faire violer sur le palier, agressée. Et je suis sorti de ma porte pour l'aider. Ils sont revenus le lendemain pour me scier ma porte. Heureusement, j'avais une porte 3 points. Ils n'ont pas scié toute la porte. J'ai été obligé de déménager sous escorte policière. Et j'avais pas les moyens de déménager. C'est la ville qui a pris en charge mon déménagement et mon premier loyer. Mais vous savez qui a fait ça? Il y a une enquête. Après, j'aimerais bien, si possible, que la justice donne suite ou du moins qu'il y ait un résultat, parce que j'aimerais bien savoir. Et surtout que dans l'idéal, j'étais bien là où j'étais et j'avais pas envie de déménager. Jusque-là, en fait, vous étiez bien dans ce quartier? C'est pas qu'on était bien, mais c'est que j'ai toujours habité ici, donc on défend son territoire, on est content d'être là et dans l'idéal, on y reste, quoi. Tu sais, c'est un déchirement de partir. Moi, je le vois parce que j'ai grandi dans un quartier similaire. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi vous partez pas? Mais parce qu'on a grandi là, parce qu'on vit là, parce qu'on a nos voisins là, parce qu'on a nos amis, parce qu'on a nos parents, et moi, c'est pareil. Et c'est un déchirement pour beaucoup de gens de partir. Et souvent, des gens n'ont pas les moyens non plus de partir ailleurs. Donc, voilà, ce sont les honnêtes gens qui subissent ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, justement? Là, vous êtes en direct avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment sauver ce quartier? Parce que vous me dites, je l'aime bien, ce quartier. Comment le sauver, ce quartier, aujourd'hui? C'est une question trop vague. Pour moi, ce quartier, aujourd'hui, à part le remettre à plat, à zéro, c'est difficile de le sauver en tant que tel. Là, je vois pas comment on peut le sauver. On nous oblige à sortir pour créer une communauté à la Guillotière où il n'y a personne d'autre, en fait. Mais une fois qu'il y aura 100% de la même population à Guillotière ou de personnes qui pensent la même chose, comment vous les remettre même de la mixité de l'autre côté? On ne peut pas. Et le problème, c'est que les gens ne vivent plus ensemble. Vous n'habitez plus là, du coup, aujourd'hui? Non, j'ai déménagé d'arrondissement, mais non, j'habite plus ici. Je suis resté à Lyon, mais j'habite plus ici. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça, en fait? En fait, c'est-à-dire que c'est les riverains tranquilles, qui vivent tranquillement chez eux, qui sont obligés de quitter les lieux. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que les gens ne vivent plus ensemble parce que les trafiquants de drogue, les gens en peuvent plus. Donc, je veux dire, à un moment, si on nettoie pas le quartier, il n'y a pas la volonté. Je pense que le principal problème, c'est l'absence de courage et de volonté politique. Et même si les élus locaux essaient de multiplier les caméras de surveillance, etc., on ne peut pas pallier les carences de l'État. Alors, on voit bien qu'il y a un déni et puis surtout, il y a une absence de volonté. Et même qu'on a une police qui est quand même plutôt efficace et plutôt réactive. Quand on appelle la police à Lyon, la police municipale, elle réagit en général en 5-10 minutes, surtout quand c'est grave. Mais elle va pas se déplacer tout le temps, tous les jours pour le même problème. Imaginez, je reste chez moi, je me fais réparer ma porte. S'ils reviennent le lendemain, je fais quoi? Concrètement, je vous pose la question, je fais quoi? Il n'y a pas de solution? Il n'y a pas de solution. Vous avez eu raison de déménager, je pense, et là ça fait mal de dire ça, mais je pense qu'hélas vous avez eu raison de déménager parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Quelque part, là où j'habite aujourd'hui, je suis plus tranquille, je suis plus serein, mais encore une fois, dans l'idéal, je ne l'aurais pas fait. Merci beaucoup, Kevin, en tout cas. Merci monsieur, bon courage. d'être venu. Jordan Bardella, il nous reste 1 minute à peu près. Je voulais vous laisser le mot de la fin, votre bilan de ce face à la rue exceptionnel qu'on a réalisé à la Guillotière. Mon bilan, c'est que ce qui se passe ici à la Guillotière, c'est en train de se passer partout en France. Que le vrai bilan du ministre de l'Intérieur et du président de la République en matière de sécurité et d'immigration, on l'a vu ici. Et je veux juste, moi, penser aux commerçants qui sont là, qui luttent, qui lâchent rien. Leur dire que ce qu'on vit ici, c'est la conséquence de choix politiques. Et qu'en changeant les gens qui sont au pouvoir, alors on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci d'avoir eu le courage. Et merci surtout aux policiers et aux forces de l'ordre qui ont assuré notre sécurité aujourd'hui. Exactement. Merci d'avoir eu le courage de venir. C'était pas évident vu les circonstances, mais c'est bien de l'avoir fait. Ça m'a pas dépaysé de là où j'ai grandi. Merci beaucoup. Merci également aux forces de l'ordre. On l'a dit souvent dans cette émission, mais vraiment, ils ont fait un travail formidable tout au long de cette émission. Merci aux équipes techniques de Canal, aux équipes techniques de CNews, de Non-Stop également, et puis aux équipes de Morandini Live également, parce que vous l'imaginez, c'était pas simple pour elles également de travailler. Merci à tous. Et puis on se retrouve nous demain en direct, en plateau, au calme, à 10h35 sur CNews. Bye bye, à demain.